Bonsoir à tous, bienvenue dans Plus d'actu. Restez debout, cette volonté, c'est celle des responsables du magazine Imagine, en proie aujourd'hui à des difficultés qui mettent sa survie en péril. Et ce ne sont pas les seuls à s'inquiéter. Tous les acteurs de cette presse indépendante sont aujourd'hui à la croisée des chemins, en quelque sorte, et c'est une menace pour le pluralisme des médias. On en parle ce soir avec nos invités. Voilà, des invités que je vais vous présenter tout de suite, en commençant par vous, Sarah Frère, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes co-rédactrice en chef d'Imagine, vous êtes également présidente de l'AJP, l'Association des journalistes professionnels. Et puis j'ai le plaisir d'accueillir Laurent Genard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes, directrice de Médor. Merci d'être avec nous ce soir. Alors je parlais d'Imagine comme un média en résistance, c'est le cas aujourd'hui, Sarah Frère? Oui, parce qu'aujourd'hui, on doit véritablement se battre pour notre existence, puisque notre nombre d'abonnés a fortement chuté ces derniers temps. Donc, on a lancé une grande campagne de réabonnement. Et si on ne redresse pas rapidement la barre, donc avant la fin de cette année, on pourrait disparaître du paysage médiatique. Donc, oui, il s'agit bien de résistance. Alors, je parlais d'une presse indépendante. C'est une presse au long cours, donc une presse où on enquête plus, où on va plus loin, où on se donne les moyens. Vous, on est plutôt dans le secteur de la transition, de l'environnement. Comment vous expliquez cette diminution du lectorat? C'est lié au fait qu'aujourd'hui, par exemple, cette notion de changement climatique n'est plus au centre des préoccupations? Je ne pense pas que ce soit tellement lié aux thématiques qu'on traite, parce qu'effectivement, chez Imagine, on va traiter des enjeux environnementaux, sociaux et de solidarité internationale, qui sont effectivement des enjeux qui sont tous sous pression aujourd'hui. Mais quand on regarde les enquêtes d'opinion, notamment au niveau européen, les eurobaromètres, montrent qu'il y a quand même une grande préoccupation du public sur les thématiques environnementales. C'est plutôt les facteurs de difficulté qui touchent Imagine, touchent aussi Médor, mais touchent aussi d'autres médias, de plus grands médias que nous. Donc je ne pense pas nécessairement que ce soit lié à nos thématiques. Oui, et donc vous avez l'impression que vous êtes finalement, c'est un signe d'une crise, ou en tout cas d'un risque de crise, d'un pluralisme de la presse, mais vous, au vu des faibles moyens que vous avez, c'est beaucoup plus fortement ressenti. Oui, parce qu'en fait, le marché médiatique, enfin le paysage médiatique de la Fédération Wallonie-Bruxelles a deux spécificités. La première, c'est qu'il est très petit. Il y a 4,6 millions d'habitants, donc encore moins de lecteurs, lectrices potentiels. Et puis, c'est un secteur qui est très, très concentré. Donc, on a une pluralité de titres, mais qui sont détenus par une poignée d'acteurs. Et puis, il y a une pluralité de petits titres indépendants. Mais c'est très difficile d'exister dans ce marché qui est donc concentré et petit. J'imagine qu'on va en discuter un peu plus. Oui, alors justement, même question pour vous, Laurent Genard. Cette difficulté d'exister, est-ce que vous la ressentez aujourd'hui fortement également ? On ne la ressent pas plus fortement aujourd'hui qu'un autre jour. Je crois qu'on est un tout petit peu en meilleure posture que Imagine. Mais effectivement, ça fait 10 ans qu'on existe. Et donc, depuis le départ, on ressent en tout cas cette fragilité. Dès qu'on a des circonstances extérieures qui nous font perdre des lecteurs ou bien un investissement à faire, on sent qu'on est vraiment sur la corde raide, oui. Oui. Est-ce que vous êtes à l'équilibre aujourd'hui? Alors, on n'est pas encore à l'équilibre. On l'atteint vraiment presque. On espère l'être. Si on doit encore trouver quelques centaines de lecteurs et d'abonnés du coup pour être à l'équilibre, mais on l'atteint presque, mais donc on ne l'est pas encore. Et en fait, on vit ou on survit grâce à notre communauté aussi de coopérateurs et coopératrices qui ont investi une fois dans l'entreprise et grâce aussi à un modèle commercial et des plans financiers qui travaillent sur le long terme. On n'est pas non plus dans un modèle, et c'est parfois un peu paradoxal, enfin pas paradoxal, mais c'est parfois un peu à l'inverse de du monde économique extérieur, c'est qu'on demande souvent à une PME d'être rentable très vite, de jouer la start-up, ce qu'on n'est pas du tout. Nous, on a vraiment tablé sur la robustesse, sur petit à petit avoir des lecteurs pour pouvoir garder au centre le projet et les valeurs. Oui, vous avez employé le mot survie. Vous êtes en mode survie aujourd'hui, vous pensez? Ça dépend comment on définit la survie, mais oui.
oui, par rapport en tout cas aux critères classiques économiques, vu qu'on n'est pas encore rentable après 10 ans, on pourrait croire qu'on est en survie. Mais d'autre part, vu le dynamisme de l'équipe, vu la communauté de coopérateurs, de coopératrices, d'abonnés qui nous soutient, je n'ai pas l'impression tous les jours d'être en mode survie. Non. Oui, alors vous avez fondé un collectif qui rassemble plusieurs titres finalement de cette presse indépendante. Si on doit dresser un bilan de santé de ces organes de presse, hormis le vôtre, Sarah, vous diriez quoi ? Je dirais que en fait, le décret qui soutient la presse périodique a été révisé il y a quelques années et les aides ont augmenté. Mais en fait, au regard de la réalité à laquelle Imagine, Médor, mais les 5 autres titres du collectif Kiosque sont confrontés, on peut se demander s'il ne faudrait pas revoir ce décret et revoir l'aide à la presse à la hausse. Parce qu'il y a vraiment un enjeu de vitalité du débat démocratique et on en discutait tout à l'heure, de pluralisme de la presse qui est en jeu. Donc les pouvoirs publics ont un rôle à jouer là-dedans. Oui, alors on parlait de la fragilité du secteur, vous nous le disiez, Laurent, ça ne date pas d'hier. On avait déjà invité à l'époque un responsable d'un autre média qui a disparu aujourd'hui, c'est Quentin Jardon. Il était à l'époque rédacteur en chef de 24h01 et c'est le cofondateur du magazine Wilfried qui fait partie de votre collectif. Il y avait aussi sur ce plateau Olivier Bailly de Médor et il témoignait à l'époque déjà, c'était en 2017, des difficultés du secteur. Je vous propose de les écouter, on en parle juste après. C'est sûr que le modèle est assez difficile à trouver parce qu'on est sur un marché qui est très étroit, comme on le sait, qui est aussi très très perméable à la presse française. Et donc les titres de ce genre se bousculent un petit peu en librairie, dans un secteur qui est en plus en crise. Mais par ailleurs, on voit qu'il y a quand même en 3 ans, il y a 3 nouveaux titres qui sont nés en Belgique francophone, qui veulent faire une information de qualité, approfondie, etc. Et qui existent toujours et qui se portent même très bien. Donc Médor par exemple. Ouais, justement. Donc, voilà, on voit bien qu'il y a aussi, on a beau dire c'est un marché très étroit, etc. en crise, mais il y a une demande qui est rencontrée. Ouais, vous le confirmez aussi de votre côté pour Médor. Là, vous sortez votre 7e numéro. Oui. Il y a effectivement, véritablement, vous avez rencontré votre public pour ce type de travail, ce type de journalisme? Alors clairement, tout au début de Médor, on avait un plan financier à l'équilibre autour de 4000 exemplaires vendus. On est entre 7005 et 8000 maintenant par numéro. On vient de faire l'AG de la coopérative la semaine passée. On dégage un bénéfice avant impôt de 130 000. Après de 80 000. C'est très bien, on paye des impôts, c'est formidable. Et donc le projet fonctionne, on réinjecte les bénéfices essentiellement dans la rédaction, dans la production d'articles, afin d'essayer d'encourager ce cercle vertueux, c'est-à-dire des articles de mieux en mieux charpentés, de mieux en mieux construits, qui renforcent de plus en plus l'investigation. Voilà, donc c'était une époque où vous aviez plus d'abonnés. On voit finalement qu'on est toujours dans une espèce de yo-yo dans la continuité de ces titres. Oui, en fait, pour être tout à fait clair, les abonnements, effectivement, après l'effet nouveauté, ont diminué, mais restent stables avec une augmentation quand même. L'effet yo-yo, d'année en année, de numéro en numéro, se ressent surtout pour la vente en kiosque, où là, effectivement, ça dépend des thématiques, ça dépend, on ne sait pas de quoi, peut-être de la couverture ou quoi, ça monte et ça descend, et vu que ça fait vraiment partie de nos recettes intégrantes, c'est 50% chez nous, 50% d'abonnés, 50% de ventes en librairie. Ça joue effectivement sur les recettes et donc sur l'équilibre. Oui, alors ici, vous lancez donc un appel, finalement, c'est un appel aux abonnements. C'est un appel aussi pour une capitalisation. À un moment donné, vous cherchez de l'argent frais. Oui, c'est effectivement un appel aux abonnements. Il nous en faut 1000 nouveaux abonnés d'ici la fin du mois de juin, 1800 d'ici la fin de l'année. Pour la recapitalisation, là on cherche 2 fois 75 000 € de part dans la coopérative, puisque comme Médor, Imagine est organisé en coopérative à finalité sociale. Donc voilà. Oui, alors on parlait finalement des difficultés que ça peut comporter dans la gestion de tous les jours. Vous parliez également des menaces pour le pluralisme de la presse. Dans ces conditions, est-ce que c'est facile de faire votre métier tous les jours, sachant finalement cette épée de Damoclès au-dessus de votre tête ?
Oui et non, parce qu'on fait vraiment un métier qui est passionnant, dans lequel on se plonge toujours dans des nouveaux sujets. Donc c'est sûr que le mur est pas très loin, mais ça ne diminue pas la passion avec laquelle on fait notre métier. Et on a la chance, dans la slow press, comme on la pratique au sein du collectif Kiosque, d'être vraiment en contact avec le travail du terrain. Et là, c'est aussi important de soutenir les médias indépendants, parce qu'on pourrait se dire que soutenir le travail de terrain des journalistes, mais c'est ce que sont censés faire les journalistes. Or, il y a une étude en 2023 qui s'appelle Portrait des journalistes, qui a montré que le contact avec le terrain se perd. Donc en 2018, il y avait 42,5% des journalistes qui disaient aller toujours ou presque sur le terrain. En 2023, ce chiffre est tombé à 16,9%. Donc il n'y a plus qu'un quart des journalistes qui vont sur le terrain. Or ça, c'est vraiment une spécificité des médias indépendants, c'est d'aller au contact du terrain et d'y aller pendant longtemps. Donc je pense que c'est aussi, peut-être pour rappeler au public pourquoi c'est important cette forme de journalisme-là, c'est vraiment un journalisme qui est au contact avec le réel. Oui, alors par rapport à ça, justement, il faut rappeler finalement assez souvent l'importance de l'existence de votre titre, ou pas ? Oui. Enfin, bien sûr, il faut le rappeler mais non seulement l'existence du titre, mais plus que l'existence du titre, l'existence de nos valeurs et de comment on les concrétise. Par exemple, il y a 2 ans, on a fait aussi une grande campagne de communication pour avoir des abonnés en plus. Et donc là, notre message était de dire, OK, pour l'instant, on a un trou dans le budget. D'ailleurs, on avait rendu physique ça avec vraiment un trou dans le numéro de cette époque-là. Mais on le bouche avec une série d'engagements, un appel, et on disait aux gens, à partir du moment où vous nous continuez à nous soutenir, nous on prend toute une série d'engagements. En tout cas, on reste sur notre modèle commercial qui à 82% est soutenu par les lecteurs, mais par aussi effectivement, vous êtes sûr que nos journalistes vont sur le terrain, pour reprendre cet exemple-là. Il y avait toute une série d'engagements qui étaient importants pour nous et qu'on maintient malgré et envers contre tout. Oui. Oui. Et donc c'est ça surtout qu'il faut rappeler, plus que le titre parmi d'autres. Oui, alors on voit que les difficultés finalement pour tous ces titres, pour tous ceux du collectif, ce sont des difficultés structurelles. Alors qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Qu'est-ce qu'il manque en fait? On voit ce sont des lecteurs, mais c'est quoi? C'est l'aide à la presse qui devrait être plus importante, ou alors c'est un besoin de diversifier ces ressources financières? Il y a peut-être effectivement un besoin de plus diversifier ce qu'on fait. C'est une partie de ce qu'on a fait chez Imagine quand on est passé en coopérative, c'est qu'on a aussi développé une agence de service à côté du magazine, mais on doit encore continuer à cette diversification. Je pense que moi je suis convaincue qu'il faut continuer en fait à charbonner pour convaincre de l'utilité du journalisme, surtout dans une époque où on a une grande fatigue informationnelle qui touche toute une série de gens. On connaît tous et toutes quelqu'un qui dit « moi je regarde plus les infos, c'est trop anxiogène ». Et donc en fait, je pense que c'est véritablement un enjeu de convaincre aujourd'hui de l'utilité de ce qu'on fait, de l'utilité de rapporter des faits et de vivre dans une société qui repose sur des faits partagés et reconnus par toutes et tous. Oui, alors j'imagine que cette fatigue informationnelle ou aussi cette obésité d'information qu'on peut trouver un peu partout, est-ce que c'est une chose à laquelle vous êtes confronté? Parce que finalement, votre regard sur l'information est très différent du copier-coller qu'on peut trouver sur certains sites d'information. Oui et non. Alors moi, personnellement, je ne suis pas journaliste, mais donc pour appuyer ce que disait Sarah, j'irais même un pas plus loin. Je crois que ce qu'il faut aussi, petit à petit, c'est redire le b.a.-ba de la démarche journalistique et du code de déontologie journalistique au grand public, parce qu'ils ne se rendent pas compte non plus la différence entre une information qui a été traitée par un journaliste d'une information qui traîne sur les réseaux sociaux. Je ne sais plus. Donc par rapport à ça, oui, vous avez l'impression qu'il faut le rappeler, et pourtant c'est l'essence même de l'existence de Médor. Oui, tout à fait. Mais donc nous, effectivement, il y a une série enfin, je reprends l'idée de l'appel, mais dans toutes nos newsletters, chaque fois qu'on fait de la communication, on essaye de rappeler ça aussi, de rappeler l'importance pour nous, et aussi de rappeler pourquoi est né Médor, c'est-à-dire aussi pour donner les conditions, les bonnes conditions aux journalistes pour
permettre de leur faire leur boulot convenablement en suivant notamment la bonne démarche, le bon code, en ayant le temps d'aller voir plusieurs sources, etc. etc. Oui, alors je vais plus poser la question à la présidente de la JP que vous êtes quand on voit la diminution de la lecture des journaux papier en général où les audiences finalement, la vente au numéro est en train de diminuer, même si l'audience digitale augmente. On est quand même à un moment charnière de la presse. Est-ce qu'elle est en danger selon vous ? Oui, d'une certaine façon, oui. Je pense, alors là, c'est une pierre dans le jardin des journalistes. En fait, les médias ont souvent revu beaucoup de choses, le logo, le workflow, la police de caractère, mais pas nécessairement la manière dont on fait du journalisme. Et moi, personnellement, je pense que là, il y a une carte à jouer. C'est non seulement expliquer comment on fait du journalisme quand on va sur le terrain, mais aussi aller expliquer dans des écoles, pas que, parce qu'on met beaucoup de choses sur les épaules des jeunes qu'on doit éduquer aux médias, mais il y a toute une série d'adultes qu'on doit aussi éduquer aux médias. Donc, expliquer notre métier et puis remettre du temps long. Remettre du temps long dans le journalisme. Aujourd'hui, le temps de travail des journalistes est tellement comprimé. On le voit, les chiffres le disent, ils n'ont plus le temps d'aller sur le terrain. Donc je pense réinjecter du temps long, ça fonctionne quand même. Il y a toute une série de pays ou de médias dans lesquels le temps long, ça finit par payer. Pas tout de suite parce qu'il y a toujours un temps de réponse entre ce qu'on fait et puis la réponse du marché. Mais ça, je pense que véritablement, ça pourrait être une bonne stratégie pour regagner le cœur du lectorat, du public. Oui, mais vous montrez également dans le dossier que vous consacrez à cette problématique dans votre dernier numéro. Il y a l'interview d'un sociologue des médias qui dit maintenant il y a vraiment une réticence aujourd'hui à consacrer de l'argent à l'information. Il y a une habitude et on a habitué les gens à la gratuité. Oui, il y a ça, mais je pense aussi qu'on finit par habituer les gens à trop de vitesse. Si on demande autour de nous, est-ce que vous avez besoin de plus d'informations dans votre vie, plus d'informations plus vite qui arrivent dans votre vie, qui va répondre oui aujourd'hui, sincèrement ? Personne. Donc je pense que sincèrement se réinterroger sur nos pratiques et comment on fait du journalisme. Alors ça, c'est vraiment pour les journalistes, mais aussi pour le public, se réinterroger sur son rapport à l'information. Qu'est-ce qui nourrit le plus au final ? Est-ce que c'est scroller sur son téléphone pendant des heures en étant confirmé par son billet de négativité, en se faisant voler son temps d'attention, ou est-ce qui nous nourrit le plus ? C'est de prendre le temps de couper ce canal qui nous injecte tout le temps des informations, souvent les mêmes, d'ailleurs souvent anxiogènes, et de prendre le temps de bien s'informer, parce qu'au final, donc ça c'est une pierre plutôt dans le jardin du public, bien s'informer, c'est aussi important que bien manger, et pourtant on ne le perçoit pas comme ça, on ne perçoit pas à quel point bien s'informer, c'est fondamental. Alors vous êtes le journalisme du temps long, donc le journalisme de fond avec des dossiers souvent très épais et très complets. Et donc par rapport à ça, c'est vrai que ça paraît un petit peu compliqué dans un monde où finalement les gens consacrent de moins en moins de temps à la lecture. Oui, alors c'est clair. Nous, on a fait une étude d'impact il y a 2 ans maintenant, je crois. Donc, on a été demandé à nos lecteurs qu'est-ce que ça vous fait de lire Médor ? Pourquoi c'est important pour vous de lire Médor ? Et il y a quand même une chose qui nous est revenue, c'était vraiment pour eux, lire Médor, c'était être sûr que l'information, et lire n'importe quel autre média indépendant, c'était être sûr que l'information était bonne. Pourquoi, selon eux, cette information était bonne ? C'était parce que le modèle commercial, notamment de Médor, permettait et garantissait cette bonne information, et du coup il prenait l'abonnement, c'est pour aussi revenir sur la question de la gratuité, il prenait l'abonnement pour soutenir et pour continuer à activer ce cercle vertueux qui permettait ça. Et donc je crois qu'au-delà de... Alors le Médor est un trimestriel comme d'autres médias de kiosque, c'est aussi un numéro qu'on peut ouvrir 3 mois après, 2 mois après, et donc je crois qu'il y a aussi toute une partie de nos lecteurs et de nos lectrices qui sont plus à un abonnement de soutien, quitte à ce qu'effectivement ils lisent plus tard ou en un coup de numéro quand ils sont en vacances. Donc le manque de temps de lecture n'est pas pour moi un problème par rapport à... Mais malgré tout, à nouveau dans le numéro que vous consacrez à ça dans Imagine, il y a un témoignage où quelqu'un dit j'ai plus le temps de vous lire, j'ai pas le temps de lire, mais je prends un abonnement de soutien. C'est pas très encourageant, ça, Sarah Frère.
Pas avoir le temps de lire. Mais en fait, dans pas avoir le temps, on peut mettre plein de choses. Moi, par exemple, j'ai pas le temps tous les jours de faire mes exercices de kiné, alors que je devrais. Par contre, je prends le temps tous les jours de me brosser les dents. Donc, au final, c'est le temps qu'on se donne. Et je pense que c'est ça que je dis quand on a le choix. Quand on peut véritablement, en tant que lecteur, lectrice, choisir de s'informer de telle façon, on peut choisir de couper tel canal et d'en ouvrir un autre. On peut choisir de s'abonner au soir, de lire Médor et de regarder BX1. Et le reste, voilà, ça suffit comme source d'information. Donc je pense aussi que véritablement, il y a une notion, oui, de reprendre en main le rapport à l'information du public. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a des médias indépendants, on pense à Mediapart en France, qui fonctionnent très bien. Alors est-ce que vous avez l'impression aussi qu'une des raisons finalement des difficultés intrinsèques à votre secteur, c'est que finalement, la Fédération Wallonie-Bruxelles, la communauté française, c'est quelques millions de personnes et donc il n'y a pas peut-être un public assez important pour ce type de journalisme? Oui et non, parce que d'autre part, le positionnement, par exemple, éditorial de Médor, c'est clairement la Belgique, enfin la Belgique francophone surtout, mais il y a chaque fois une rubrique moment flamand qui traduit aussi un article de presse néerlandophone. Et du coup, ça nous permet de ne pas être en concurrence avec peut-être des médias indépendants français qui traitent aussi des sujets internationaux. Donc, je n'ai pas assez de données que pour pouvoir trancher si c'est un avantage ou un inconvénient par rapport à ça. Et vous en pensez quoi, l'étroitesse du marché, l'étroitesse du marché des lecteurs? Je pense que si on était un plus grand marché, c'est sûr que chacun d'entre nous se porterait un petit peu mieux. Alors c'est vrai qu'on est dans un phénomène de concentration des médias. Vous avez l'impression que cette concentration-là, aujourd'hui il y a deux groupes, il y a IPM, il y a Rossel, cette concentration-là, elle va aller en augmentant? Oui, c'est plutôt une certitude. Il n'y a pas très longtemps, on a appris qu'il y avait un projet éventuel de fusionner les régies publicitaires des deux groupes. Il y a quelques mois ou quelques années, je ne sais plus exactement, IPM est désormais imprimé chez Rossel. Donc on voit de plus en plus de synergies où c'est assez contradictoire parce que quand même que IPM se fasse imprimer chez Rossel, a priori ce sont des concurrents. Mais donc cette synergie-là, cette concentration-là ne va faire que s'accroître. C'est en tout cas les messages à l'AJP qu'on reçoit avec d'éventuels rachats de titres de presse. On ne sait pas exactement comment ça va se faire, ni quand ça va se faire, mais ce qui est sûr, c'est que ça va se faire. Ouais, et vous craignez les conséquences de cette concentration? Bien sûr, bien sûr. Sur quoi? Sur la qualité de ce qui est produit, sur ce qui est produit, sur la précarité des journalistes, sur le statut des journalistes? Un peu tout ça, parce que d'une part, il y a une perte de diversité de l'information, parce que qu'est-ce qui se passe quand il y a plusieurs médias dans les mains de mêmes acteurs, c'est qu'on met en place des synergies. Donc par exemple, chez Rossel, ça se fait déjà, il y a une équipe qui est envoyée sur un événement, mais pour l'ensemble des titres du groupe. Donc on va envoyer une seule équipe pour RTL, Sud Presse, Sudinfo et le soir. Il y a la même chose qui se fait en sport chez IPM, c'est la même chose qu'on peut lire dans la Libre, dans la DH et dans l'Avenir. Donc il y a déjà un problème en termes de diversité de l'information, d'accès à la diversité de l'information pour le public. Il va y avoir un problème pour l'emploi journalistique parce que les premiers journalistes à sauter dans ce genre de situation, ce sont les journalistes indépendants. Ce sont souvent des journalistes indépendants régionaux qui ont un très fort lien au final avec le territoire qu'ils couvrent, qui ont une spécialisation aussi sur le territoire qu'ils couvrent. Et de nouveau, là, ça va s'impacter au final sur le public. Donc il y a une crainte pour l'emploi journalistique et une crainte pour la qualité et la diversité de l'information. Alors on parlait d'aide et de soutien à la presse. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une prise de conscience finalement de la part du politique de la fragilité du secteur aujourd'hui? Non. Non, parce que sous la précédente législature, il devait y avoir une réforme des aides à la presse pour la presse écrite. C'était écrit dans la déclaration de politique communautaire et puis finalement, ça n'a pas été mené parce que les éditeurs n'en voulaient pas. Oui, ils n'en voulaient pas parce que ce qui leur était demandé, c'était d'inscrire des critères de qualité de l'emploi, notamment pour les journalistes indépendants. Donc évidemment, ils n'en voulaient pas nécessairement. Donc ça, c'est vraiment une occasion manquée. Ce projet ne figure pas dans la DPC actuelle, où au final, il n'y a pas grand-chose dans la déclaration de politique communautaire actuelle qui tient en 3 pages sur les médias. Donc non, on ne sent pas une attention grande sur les enjeux qui touchent les médias de manière générale, que ce soit l'éducation aux médias, la défiance du public. Il y a toute une série d'enjeux qui ne sont tout simplement pas pris en compte par le politique.
Très bien, mais merci en tout cas pour tous ces éclaircissements et on renvoie à vos sites respectifs pour s'abonner puisque vous lancez une campagne d'abonnement et vous aussi, évidemment, vous êtes toujours à la recherche de nouveaux abonnés, évidemment. Merci en tout cas d'avoir été des nôtres. Plus d'actu, c'est terminé pour ce soir, mais je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir. Très bonne soirée à tous.